Oui, Marie-Françoise Lalancette du CHUM. Alors j'avais une question pour Monsieur Robida là, sur la transformation numérique. Hein. En fait, ça induit quand on parle des organismes qui produisent de la donnée hein, et qui ont l'habitude donc d'être référents sur leurs données. D'une part, alors c'est ce qui se passe. Hein, on est de plus en plus ouvert effectivement à la directive Inspire, on s'y prépare. Mais du coup, ça va demander aussi une acceptabilité qui ne va pas être négligeable au niveau de la transformation de l'expertise et une réorganisation du coup, alors à l'intérieur des organismes in fine. Comment vous voyez en fait, est-ce qu'on voit plutôt un nouveau modèle économique établi ou est-ce qu'on est encore dans l'expectative là-dessus ? Alors, dans la question que vous posez, je vois deux éléments. Hein. Un, en termes de transformation d'organisation interne, parce que là, je crois qu'on est effectivement dans le domaine de la transformation numérique qui implique des nouveaux métiers, des nouvelles expertises. Expertises qui peuvent être aussi... on peut être amené à repenser notamment la mutualisation d'un certain nombre de choses entre acteurs. Hein. On n'a pas nécessairement à faire chacun tous le même chemin. Et le deuxième point sur la dimension économique, je crois que force est de constater qu'on n'est plus tellement à l'heure de la vente de licences de données. Alors, la question sur la valeur ajoutée à partir de ces données et de services dérivés interpelle en ce qui concerne les établissements comme les nôtres, sur où va se faire comment va se faire le partage sur la valeur ajoutée si on ne le fait pas tout seul. Mais je pense que c'est ce que j'essayais de mettre dans ma conclusion. Je pense que c'est une des questions réelles. Mais encore une fois, il faut qu'on trouve les bons modèles pour pouvoir continuer à faire notre mission d'enrichissement de ces données et que cette mission soit clairement identifiée et reconnue comme étant un composant important. Et aussi tout le travail que l'on fait sur les données qu'on agrège sur nos domaines ou qu'on valide ou qu'on certifie sur nos domaines. Nous a bougé main. Oui, donc je voulais commenter. En fait, déjà, l'usage du terme acceptabilité dit beaucoup sur la manière de faire les choses. Donc il faut faire très attention. Moi, je suis assez contre l'acceptabilité parce que ça suppose que les choses se font en séquence, c'est-à-dire on conçoit, on réalise et puis après l'utilisateur qui ne doit pas tout connaître et tout savoir, on va voir s'il accepte ou pas finalement la techno qu'on lui présente. C'est une façon totalement, il faut totalement changer de modèle. Il ne faut pas procéder de cette façon-là parce que effectivement, on n'aura pas à se poser ces questions-là d'acceptabilité. L'acceptabilité est toujours a posteriori du développement technologique. Or, il faut parler d'appropriation et cela suppose justement un travail interdisciplinaire beaucoup plus fort. C'est-à-dire, dès le départ, le faire avec les utilisateurs, avec le savoir-faire, l'expertise métier et dès le départ, concevoir des solutions techno, mais aussi considérer leur modèle économique. C'est une approche qu'on a déjà commencé à faire, c'est-à-dire que quand on développe des méthodes, en particulier sur la privacy by design par exemple, ça peut correspondre à différents modèles économiques. Et pour certains modèles économiques, on se rend compte que c'est très cher, telle solution ou telle optique. Les chercheurs en informatique, ils changent leur fusil d'épaule grâce à cette interaction avec justement des chercheurs en économie. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il faut changer de paradigme. C'est plus du séquentiel, il faut que ça soit interdisciplinaire dès le départ. Voilà. Au fond, je crois que c'est François Dulac. Merci. Ouais, j'avais été surpris en visitant une école de photographes. On m'avait expliqué que les gens qui font de la photo numérique en fait, fabriquent du négatif pour archiver leurs données. Et donc je pense qu'il y a un des gros enjeux de la numérisation, c'est la pérennisation de la donnée. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'une fois qu'on va avoir numérisé les herbiers, on ne fasse plus l'effort de les conserver ?
Et comment on réfléchit dans cette problématique du big data à ces enjeux de pérennisation des données et de garantie de l'accès au plus grand nombre? Alors oui, c'est effectivement, finalement, une photo numérisée est aussi fragile qu'un herbier, c'est ce que vous voulez dire. Oui, la seule solution pour l'instant qu'on ait, c'est de recopier indéfiniment les images, et en ayant des algorithmes qui permettent d'éviter la perte d'informations. Pour l'instant, c'est la seule réponse que je peux vous donner. Donc, si vous permettez, donc toujours une question en fait pour vous. Est-ce que vous avez partagé votre expérience avec le Smithsonian, par exemple? Parce qu'ils ont déjà, ils ont Oui. fait la numérisation depuis. Oui, bien sûr. Bon, on travaille avec tous les musées d'histoire naturelle dans le monde, la Smithsonian, aussi beaucoup avec le Jardin botanique de New York. Et les problèmes sont un petit peu les mêmes à chaque fois. Donc la solution passe sans doute par une bonne gestion de toutes ces données. Là, on est en train de commencer à travailler avec le CINES pour pouvoir avoir des structures qui permettent de conserver la donnée de façon pérenne, avec toutes les précautions qu'il peut y avoir autour, qui commencent avec l'alimentation électrique, hein, c'est des choses aussi bêtes que ça. Et puis voilà, on suit la technique pour essayer pardon. On suit la technique pour essayer d'adapter toutes les techniques qui permettent de mieux conserver les données. Vous avez une question par là? Ah, par là-bas alors. Plus court chemin. Oui, bonjour, Anne-Marie Duval du CEREMA. Excusez-moi, je voulais revenir à l'expertise parce que j'étais très intéressée par votre présentation, M. Robida. Je me posais la question, en fait, quand vous présentez les infrastructures de données géo-environnementales, comment vous voyez finalement l'expertise, notamment pour ce qui est en géo-environnement, comment l'expert va se positionner dans ce monde qui évolue, dans ces données qui deviennent finalement accessibles à tous? Tout le monde contribue. Vous le disiez, Google va faire de la géophy et ça va être partagé au niveau mondial. Comment vont se positionner les experts? Et pas seulement les experts des institutions nationales, mais la science par rapport à cette accumulation de données. Vaste question, je pense que d'autres vont pouvoir contribuer à répondre. J'ai cité effectivement plusieurs fois l'aspect silo et la nécessité de casser les silos. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'assurer qu'on renforce bien l'expertise dans chaque domaine. C'est-à-dire, ça n'est pas une banalisation de l'expertise pointue sur chacun des domaines. Et peut-être que si Google décide de faire de la géophysique, ils embaucheront 500 parmi les meilleurs géophysiciens du monde parce qu'ils les paieront plus cher s'ils ont un moyen de monétiser des services. Et je crois que c'est une de nos responsabilités de s'assurer qu'effectivement on concentre l'expertise sur un domaine. Mais en même temps, les métiers qui vont permettre de faciliter la data science, etc., doivent pouvoir faire le lien entre ces différents spécialistes d'experts, entre ces différents experts. Maintenant, l'expertise sur la combinaison des données, ça c'est un sujet qui effectivement est... Il y a des domaines scientifiques qui ont l'habitude historiquement d'avoir à combiner des choses très hétérogènes. Il y en a d'autres moins, et je pense que c'est un futur en développement. Une dernière question. Denis Lacroix, Ifremer. Ma question s'adresse plutôt, à mon avis, à Françoise Berthoud. Je m'attendais à ce que vous mettiez un quatrième ordre dans les ordres que vous avez décrits. C'est celui de l'impact sur la psychologie des personnes et des sociétés. Notamment, on a comparé la révolution digitale, la numérisation généralisée, à la révolution de l'imprimerie, sauf que ça va beaucoup plus vite. Et est-ce qu'on réfléchit sur les aspects de structuration finalement de la pensée humaine, à départ de l'éducation, les digital natives, etc., à grande échelle, qu'est-ce que ça peut donner? Et les impacts sur finalement une vision du monde et une vision de l'homme. Je donne juste une petite anecdote. Hier, je discutais avec un étudiant de médecine qui m'expliquait qu'il passait plus de temps à apprendre
à savoir comment répondre de manière optimale au QCM qu'il avait à traiter, plutôt qu'au contenu du savoir. Et j'étais quand même assez impressionné. Alors effectivement, si après, il va travailler sur des assistants type Watson pour l'aider à faire des diagnostics, et 95% du boulot de reconnaissance va être fait par une machine qui va triturer des millions de cas pour lui proposer des options de diagnostic, il a peut-être raison. Mais ça fait un peu froid dans le dos aussi. Alors, est-ce qu'on réfléchit sur ces aspects-là? Alors, il y a plusieurs dimensions que je n'ai pas développées dans mon exposé. Il y a aussi la dimension temps que je n'ai pas développée. Il y a la dimension sociétale qui inclut ce dont vous parlez, mais dans la dimension sociétale, il y a aussi tous les aspects liés au travail, à la façon dont on travaille aujourd'hui, et effectivement aussi, aux impacts sur la façon dont notre cerveau fonctionne. Il y a des travaux là-dessus. Nous, on n'a pas regardé encore très finement ça, mais il y a des chercheurs qui effectivement regardent ces aspects-là, et je sais qu'il y a déjà des résultats qui montrent que le fonctionnement cérébral, par exemple la capacité de concentration, tout ça, ça a déjà évolué. Et dans les aspects sociétaux, par exemple, tout ce que je n'ai pas traité, c'est tout ce qui est problématique de conflit, problématiques géopolitiques liées à, par exemple, l'exploitation des mines, etc. Donc en fait, il y a plein de dimensions associées à l'usage des TIC, en effet.